Que révèle cet appel au départ des ressortissants, Mohamed Nourdira Souba, selon vous? Je pense que c'est un appel qui est normal. Tout pays a le droit d'être soucieux par rapport à ses ressortissants. Et d'ailleurs, je voudrais commencer par avoir une pensée assez pieuse pour l'influenceuse Mariam Cissé, vous savez, dans la région de Tombouctou, qui a été exécutée sur la place publique par les djihadistes. Et cela, justement, ne renforce pas le sentiment de sécurité des ressortissants des pays étrangers. Je pense que, malheureusement, les populations sont en train de payer le prix fort. Ce qui se passe au Mali en ce moment, il faut le dire, on n'est plus dans les affrontements directs entre le djinn et le gouvernement malien. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'asphyxie économique qu'ils sont en train de faire au niveau de Bamako. Tout simplement, les populations maliennes sont en train la population malienne et même celle des ressortissants étrangers aussi, sont en train de littéralement payer le prix de cela. Et c'est ce qui est réellement dommage. Quand on voit les étudiants aujourd'hui qui ne peuvent plus aller à l'école, quand on voit justement les familles qui ont des revenus qui sont impactés par toute cette situation, c'est tout à fait normal, c'est un sentiment normal que des pays comme la France, les États-Unis ou la Grande-Bretagne justement demandent à leurs ressortissants de revenir parce qu'ils estiment que justement les conditions au Mali ne sont pas idéales. Après, ce que je trouve regrettable aujourd'hui, c'est qu'on est essentiellement dans une guerre de propagande, dans une guerre de communication entre forces djihadistes et les forces pro-gouvernement. Et au lieu simplement d'être dans une logique de recherche de solutions, enfin les solutions on les cherche, on ne les trouve pas, on l'a vu il y a de cela quelques jours, le Mali avait essayé donc de passer par le Burkina Faso avec l'AES pour se faire livrer du carburant, mais cela a échoué encore avec des attaques de convois. Donc ce sont des populations qui sont en train d'en pâtir, ce sont des populations qui malheureusement payent le prix de cette guerre de communication-là qui ne fait que s'intensifier et cette guerre de propagande-là. Donc c'est normal que ces pays appellent leurs ressortissants à revenir. Alamine Fofana, c'est le même constat que vous faites. Vous vous dites c'est parce que tout va mal au Mali, c'est parce qu'il n'y a pratiquement plus de vie au Mali. C'est ce que vous dites aussi, comme les autres. La sécurité va mal, que ces pays appellent leurs ressortissants à rentrer chez eux. Ouais, s'il n'y a plus de vie, le temps nous le dira, mais si beaucoup de choses vont mal, oui, beaucoup de choses vont mal. Parce que le numéro 1 mondial, le numéro 2 mondial, le numéro 3 mondial ne peuvent pas faire une association pour venir mentir sur la situation réelle qui sévit d'un pays. Donc ils estiment que on quitte le jaune pour aller au rouge en matière d'indice de sécurité. Donc il serait préférable pour leurs différents ressortissants de rentrer. C'est une situation qui est dommage, qui est allaitante. Surtout qu'au fil des jours, la situation ne fait que dégringoler. Clairement, le GNIM n'est plus dans une posture offensive pour venir prendre directement Bamako. Là, on rentre maintenant dans une guerre d'usure. On cherche à fragiliser le gouvernement, donc délégitimiser le gouvernement aux yeux des populations. On a parlé récemment de la question des carburants, donc qui dit absence de carburant, ça réjaillit sur l'électricité, l'éducation, l'alimentation, l'inflation qui va commencer à exploser. Et malheureusement, c'est les populations qui souffrent. Et lorsque les populations souffrent, aujourd'hui, on peut dire à un certain niveau, pour jouer les équilibristes, que le gouvernement en place a le soutien de la population malienne, mais jusqu'à quand, dans cette situation d'hostilité? Il faut noter aussi la délicatesse de la question parce qu'on parle du GNIM. Le GNIM, c'est Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin. Donc le paradoxe, c'est qu'ils se prétendent comme ceux qui défendent l'islam et les musulmans, mais la population malienne est à 97% des musulmans. Donc contre quels musulmans on essaie de protéger? Donc il y a cette conception théocratique qui fait qu'on arrive à un niveau de lutte sacrificielle où ils sont prêts à couper des ressources qui vont mettre à mal, à court, voire moyen terme, les populations qui vont souffrir pour eux, pour qu'on puisse arriver à un niveau de libération à long terme, donc souffrir à court et moyen terme, dans un sens sacrificiel, ou à long terme avoir la liberté. C'est préoccupant. Pour le gouvernement, est-ce qu'aujourd'hui ils ont les moyens de pouvoir contenir cette menace-là? C'est difficile, parce que les alertes qui sont lancées depuis les pays du Nord montrent que la situation va de mal en pire. On espère qu'on pourra envoyer une issue favorable pour éviter que le peuple puisse souffrir davantage de cette situation. Choukoumar Doumbia, et pourtant, on a vu encore hier la télévision malienne, l'ORTM, qui a produit des reportages montrant la vie se faire au Mali, des populations qui sortent pour aller travailler. On est en droit de se demander finalement si ce n'est pas un acharnement médiatique, parce que loin même des appels de ces pays qui appellent leurs ressortissants à rentrer, vous avez aussi des médias européens qui, depuis des jours, ne cessent d'alerter sur la situation au Mali. À qui doit-on croire finalement ? Il faut croire aux Maliens eux-mêmes. Je pense que c'est aux Maliens qu'il faut faire confiance. Le pouvoir en place, c'est un pouvoir qui s'est illustré, qui s'est très bien illustré d'ailleurs dans le jeu de tronquer la réalité par des moyens de communication. Donc aujourd'hui, il n'y a, à mon avis et selon mon entendement et de ma connaissance, ce pouvoir n'est pas fiable. Ils ne disent pas la vérité, pour être clair. Alors, si eux aussi ils arrivent à accuser les autres de ne pas dire la vérité, je considère que ce n'est pas une vérité non plus. La réalité de ce pays, ce n'est pas le GNIM qui devient tout subitement super puissant et qui occupe le territoire. C'est le régime de Assimi Goïta qui n'arrive pas à sécuriser son pays.
C'est impossible pour moi de comprendre par quel mécanisme que ce soit qu'un pays qui fait 1 241 238 km², qu'une distance aussi courte de Zégo à Bamako, qui tourne aux environs de entre 400 et 500 km, que l'on ne puisse pas sécuriser cela pour que le carburant puisse atteindre la capitale. Donc ça, ce n'est pas la superpuissance du GNIM, mais c'est la faillite de tout un système qui, dès le départ, ne pouvait conduire qu'à cela. Et des gens comme moi avons tenté réellement d'expliquer aux gens, attention, on ne lutte pas contre le terrorisme de façon isolée, c'est une erreur, et c'est ce qu'ils ont tenté, ça ne fonctionnerait pas. 2, combattre le terrorisme n'est pas simplement une affaire de combat militaire. Donc cette tentative de faire une solution militaire azimut ne fonctionnerait pas. Ils ont été prévenus, les gens ont parlé, ils ont décidé par eux-mêmes de quitter l'organisation sous-régionale, ils ont décidé par eux-mêmes de s'isoler pour des prétextes qu'eux seuls peuvent expliquer, et la conséquence légitime est aujourd'hui que l'appareil d'État est en train de simplement s'arrêter. Et quand il s'arrête, il laisse la place à quoi? À cette possibilité qu'aujourd'hui, parce que la réalité, et elle est indéniable, le GNIM arrive à faire la loi dans une grande partie du pays. Et pour beaucoup qui sont simplement concentrés sur Bamako, les gens pourront peut-être aller au travail à Bamako. Peut-être. Mais la réalité est que, Nour l'a rappelé tout à l'heure, qu'on arrive à exécuter une jeune dame en tout cas sur la place publique dans la région de Tombouctou. La réalité est que nos femmes aujourd'hui sont obligées de porter la burqa pour se déplacer à l'intérieur du pays. La réalité est qu'aujourd'hui, nos opérateurs économiques n'arrivent plus à faire exactement ce qu'ils ont à faire parce que de jeunes gens portant des kalachnikovs arrivent à leur barrer la route. La réalité est qu'au niveau des ports de Dakar, d'Abidjan, de Tema, de Conakry, le matériel est stocké et nos entrepôts sont presque pleins parce que le transport est difficile, le carburant est absent, l'électricité est absente, l'eau est absente. Ce peuple est en train de subir, j'ai envie de dire, c'est que le terrorisme aujourd'hui, le Mali se trouve entre deux fronts terroristes, point barre. Pour moi, il n'y a aucune différence entre celui qui n'est pas capable, en étant dans les hautes fonctions de l'État, de réaliser la souffrance de son peuple et d'y apporter des solutions, et celui qui tente simplement de transformer la vie de ce peuple-là en utilisant les moyens coercifs pour pouvoir y arriver. Donc, mais est-ce qu'ils n'ont pas hérité aussi de cette situation? Quand ils arrivent au pouvoir, à la chute d'Ibeka en 2019, le terrorisme a déjà pris une grande partie du territoire malien. Attention. Là, c'est ce que beaucoup de gens disent, mais si on regarde bien. En 2012, il y a le repli tactique de l'armée qui fait que nous perdons Kidal, Gao, Tombouctou et une grande partie de Mopti en 3 jours. Si ce n'est que pour les commandos volontaires qui résistent un peu à Kona et qu'ensuite Serval s'engage dans les combats, le pays était en train de tomber. Le monde s'est engagé. Partout, tout le monde avec les moyens qu'ils peuvent engager. Et à la fin de cet engagement, le président Ibeka est élu en 2013, il essaye de redresser cette armée. Il y travaille, la loi de programmation militaire est votée, il y a un budget de 1300 milliards sur 5 ans qui est mis en place pour remettre cette armée sur pied. Et au bout de quelques années, des officiers ont pensé que bon, peut-être ils seraient plus aptes à faire face à cette situation. Et lorsqu'ils arrivent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que des phénomènes que nous n'avons jamais vus, notamment les rangs de kilométriques dans les stations, nous n'avons jamais connu ça, malgré qu'il n'y a aucun chef d'État malien qui n'ait fait face à cette crise. Il n'y en a pas un. La première date de 61, Modibo a fait face, Moussa a fait face, ATT a fait face, Alpha a fait face. Tout le monde a fait face. On n'a jamais atteint cet état de criticité. C'est parce que le dirigeant actuel n'a non seulement pas de vision et qu'il a mis tout l'armada institutionnel dans une difficulté dont ils ne peuvent pas se sortir. Notre armée se bat et continue de se battre avec une grande bravoure. Le souci aujourd'hui est que des militaires sont obligés d'être dans les opérations sur une année plus. Les gens sont fatigués, ça fait 5 ans qu'ils se battent sans arrêt. C'est pourquoi on disait toujours, attention à éviter toute cette difficulté, parce que si tu as 1 million de kilomètres carrés, le plus grand territoire après le Niger en Afrique de l'Ouest, tu ne te lances pas dans un combat si tu n'as pas un certain nombre d'effectifs. Sans cet effectif, tes hommes vont se battre avec tout le courage, tout le patriotisme. Ils vont s'épuiser. Parlons des moyens. Tous les moyens de l'État ont été pris, mis dans des drones et dans des avions. Oui, dans le désert, tu pourras bombarder, mais si c'est à Sikasso que ça se passe, dans un village agricole, tu ne peux pas utiliser ton drone. Ça, c'est des investissements erronés. Tu ne combats pas des motocyclistes avec un drone Baïkar, ça ne fonctionne pas. Donc c'est une mauvaise, ce n'est pas la force du GNIM qu'il faut craindre aujourd'hui. Moi, je crains beaucoup plus l'incapacité et l'incompétence d'Assimi Goïta et de tout son régime qui n'arrive plus à sécuriser les Maliens et leurs. Merci beaucoup, Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux aller plus loin dans l'analyse des enjeux politiques en Afrique, abonne-toi à la chaîne Afrique 360 et clique sur la cloche pour ne rien manquer. Laisse un commentaire pour donner ton avis sur la situation au Mali et partage cette vidéo si elle t'a aidé à comprendre. À très bientôt pour un nouveau décryptage.